Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer parce que le temps est assez serré finalement et ça fera venir les autres. Donc je vous souhaite la bienvenue à l'Institut Paris Région dans nos nouveaux locaux. Donc l'Institut Paris Région va fêter ses 65 ans cette année. Et moi je dirige en fait le département environnement urbain et rural de l'Institut qui lui est un peu plus récent, il a été créé en 1974. Mais en fait, nous sommes très satisfaits d'avoir gardé cette appellation de environnement urbain et rural. C'est là-dessus que je vais insister. En fait, il y a eu plusieurs tentatives, vous en doutez, de changer ce nom au fil du temps. Nous sommes très satisfaits parce que urbain et rural, finalement, ce sont les deux visages de l'Île-de-France. Et j'ai même envie de dire le visage de l'Île-de-France. Et nous allons voir au cours de ce petit déjeuner, justement, à quel point les coopérations interterritoriales, à quel point les complémentarités entre l'urbain et le rural sont essentielles. Je voudrais aussi rappeler deux modalités de travail qui sont bien ancrées à l'Institut et qui sont finalement que ce petit déjeuner va aussi illustrer. C'est le partenariat avec la recherche à bénéfice réciproque et c'est aussi les retours d'expérience des collectivités qui nous apportent énormément de matière et qui permettent aussi de voir tout ce qui émerge dans cette région. Mais je vais revenir juste avant de laisser la parole à nos intervenants sur finalement le grand enjeu que nous allons aborder aujourd'hui, qui est celui des grands cycles biogéochimiques. Alors c'est un grand mot, ce sont aussi des grands phénomènes. Du coup, finalement, ils échappent un peu aux politiques publiques et surtout aux citoyens, qui ne savent pas forcément comment s'en saisir. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que finalement, ces grands cycles, ils ont des incidences extrêmement locales en réalité. Alors on parle beaucoup du carbone. Alors, le cycle du carbone est connu via notamment les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'en a pas forcément une approche globale. Et je voudrais aussi rappeler que tous les gaz à effet de serre ne sont pas des gaz carbonés. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autres éléments, justement. Et justement, pour revenir aux conséquences locales de tous ces phénomènes, l'Île-de-France, on dit souvent qu'elle est vertueuse, notamment du point de vue de la consommation d'espace. Et ça, c'est assez vrai. Nous avons 12 millions d'habitants, donc presque 20% de la population française, sur 2% du territoire. Mais le problème de ça, c'est que finalement, c'est vertueux par rapport à certains aspects, par rapport à certaines consommations de ressources. Ça l'est beaucoup moins sur d'autres phénomènes, et particulièrement sur la concentration de tous les rejets qu'il peut y avoir. Parce que nous sommes dans une région, finalement, où les habitants, pour vivre et pour leurs activités, s'approvisionnent finalement de manière assez lointaine et vont métaboliser des quantités de ressources impressionnantes. Et tous les rejets vont se retrouver concentrés dans ce petit espace. Et il est bien évident que le milieu n'a pas la capacité de pouvoir épurer tout ça. La conséquence aussi, c'est un très grand déséquilibre au niveau des milieux naturels en général, puisque ces cycles de nutriments provoquent beaucoup de problèmes. On parle d'eutrophisation, par exemple, mais il y a bien d'autres phénomènes. Donc, c'est pas forcément. Donc, en fait, cette métropole est une sorte d'ogre qui mange beaucoup, mais qui excrète, si je peux me permettre, beaucoup sur un tout petit endroit. Donc, et nous allons voir que finalement, il y a des réponses et que ces réponses peuvent aussi répondre à beaucoup d'enjeux en même temps. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes sur un sujet qui finalement émerge assez vite. Moi, je suis assez surpris de voir à quel point ce sujet avance, alors qu'il y a une révolution technique derrière. Bon, même si les enjeux sont colossaux et que vous verrez qu'il faut massifier énormément pour répondre à ces enjeux. Mais je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à nos intervenants. Je vous souhaite un excellent petit déjeuner. Merci Christian. Bonjour à tous. Brigitte Guigou, Institut Paris Région. Je vais avoir le plaisir d'animer ce petit déjeuner décideurs-chercheurs. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et nous avons un programme assez chargé donc, sur le thème de la valorisation des nutriments excrétés par les franciliens. Donc, je vais être très rapide, simplement présenter nos 4 intervenants. Donc, d'abord, ici, Manuel Pruvot-Bouvatier, ingénieur agronome à l'Institut Paris Région, dans le département d'Eure de Christian Thibault. Ensuite, Tanguy Fardet, qui est postdoc
et au laboratoire eau environnement système urbain et qui vient de faire un stage de 6 mois à l'Institut Paris Région, on y reviendra. Ensuite, nos deux opérationnels, si je puis dire. Donc avant, c'était plutôt le volet recherche. Et donc, à côté de moi, Charlotte Picard, qui est directrice adjointe à la direction recherche et innovation de Rosny-sous-Bois. Et tout au bout, Isabelle Fa, qui est chef de projet au bureau d'études TILA. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole en disant simplement qu'on a un emploi du temps assez serré. Donc, je me permettrai de vous rappeler le temps imparti pour chaque intervention, parce que l'idée, c'est d'avoir les interventions et d'avoir un temps d'échange avec vous. Donc, Manuel, 10-12 minutes, pas plus. On y va. Je commence. Merci Brigitte et merci Christian pour ce mot d'accueil. Donc, pour introduire ce petit déjeuner décideurs-chercheurs, je reviens sur 3 questions qui structurent nos travaux à l'Institut et qui structurent aussi nos relations avec les acteurs de la recherche institutionnelle et collectivité. La première question, tout naturellement, c'est pourquoi ce sujet ? Pourquoi il est important ? Pourquoi il est important pour nous aussi à l'Institut, une agence d'urbanisme ? Et effectivement, comme l'a dit Christian, pourquoi ce sujet émerge très fort en une dizaine d'années ? La deuxième question sur laquelle on s'est investi, après avoir fait un peu de pédagogie, donc avec cette note rapide que vous connaissez qui est sur les présentoirs, c'est comment on fait. C'est-à-dire quelles solutions sont déjà mises en œuvre concrètement sur le terrain, quelles expérimentations et qu'est-ce qu'on en apprend. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu. Et puis vous allez avoir avec les intervenants des illustrations concrètes de comment on fait. Et la troisième question qui, pour moi, est arrivée maintenant parce qu'on est à maturité, c'est où ? Quels sont les territoires qui paraissent stratégiques aujourd'hui pour un passage à l'échelle ? Et là, on a la chance, avec les travaux de Tanguy Fardet, de pouvoir avoir ce regard territorial qu'il va vous présenter. Alors, de mon côté, l'objectif de cette introduction, c'est d'abord, on est au petit déjeuner, on va vous mettre à l'aise avec le vocabulaire, avec quelques notions qui sont essentielles, et donc apporter des éléments de compréhension des enjeux. Alors évidemment, on va parler de pipi-caca, bien sûr. Mais comme on n'est pas des enfants, on va aussi parler d'urine et de fesses. Donc les fesses, c'est les matières fécales. Si vous regardez le petit Robert, il va vous dire qu'on peut parler des deux en même temps en disant excréments. Nous, ça ne nous satisfait pas du tout. Les excréments, l'usage commun, c'est que c'est les matières fécales. Donc on n'utilise pas ce terme-là, ou alors voilà, on le spécifie, quoi. Les excrétions humaines, ça c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser. C'est beaucoup plus large. Et moi, je suis la proposition des chercheurs et des chercheuses qui nous disent qu'on peut créer le nouveau mot, il a déjà été créé, donc excreta, avec un accent et un T. C'est formé comme exuda, broya, voilà. C'est la même logique. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez rester au latin. Il y a excretum, excreta, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de S, et vous mettez en italique. Juste, je termine parce que c'est long, mais c'est nécessaire. Les correcteurs d'orthographe, ils vont tout le temps vous proposer excreta avec un accent, avec un S. Pourquoi ? Parce que le verbe excréter, passé simple, tu excreta. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais on fait tous l'erreur, je l'ai faite moi aussi. Donc pas de problème. Deuxième petit quiz. Est-ce que toilette à séparation, c'est la même chose que toilette sèche ? Bon, bah non. En fait, une toilette à séparation, elle sépare tout ou partie d'un flux qui ne va pas aller aux eaux usées domestiques. Donc il y en a qui sont sèches, bien sûr. Là, à gauche, vous avez l'urinoir sec féminin Marcel. C'est un urinoir sec, il sépare les urines. Au milieu, vous avez le modèle Laufen, qui est aussi en exposition, vous pourrez le revoir tout à l'heure, au coin de la salle. Il paraît tout à fait normal, il l'est. Hein. Il y a une chasse d'eau pour les matières fécales, mais par capillarité, vous allez attraper l'urine et la mettre dans un tuyau. Donc c'est une toilette à séparation, à chasse d'eau. Et le troisième exemple, là, c'est le modèle Ecodoméo. On a son mécanisme. C'est une toilette sèche qui sépare urine et fesses avec un tapis roulant. Alors, il faut quand même parler de la raison pour laquelle ce sujet est important. Aujourd'hui, on a déjà 6 limites du système Terre qui sont dépassées. Mais dès le départ des travaux sur ce sujet, le dépassement des limites concernant la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, ça a été identifié comme un truc majeur et certain, on n'a pas de doute. On est vraiment sur le dépassement des limites. Alors la raison, c'est en particulier que l'agriculture intensive utilise beaucoup d'engrais et que ça provoque des pollutions importantes des eaux et des sols. Et Tanguy a fait un schéma qui est très intéressant, qui montre la contribution en marron
du système agroalimentaire sur le dépassement des limites. Et puis en noir, vous avez la partie du système d'assainissement qui va se rajouter. Donc c'est intéressant du coup de s'intéresser aux deux, puisque le dépassement de ces limites de flux sur l'azote et le phosphore est dû aux deux sujets. Alors normalement, comment ça se passe le cycle de l'azote quand c'est équilibré? On a des plantes qui, entre guillemets, mangent de l'urée et fabriquent des protéines, et des animaux qui mangent des protéines et excrètent de l'urée. Et ça s'équilibre. Alors les êtres humains ont trouvé un truc pour que ce ne soit pas équilibré. On s'est mis à faire des engrais de synthèse avec le procédé Haber-Bosch, donc en 1913-1914. C'est lié au démarrage de la Première Guerre mondiale où on cherchait à faire des explosifs. Et ce procédé, il permet de fixer l'azote de l'air dans des produits qui peuvent être des engrais. Dans les années 70, ça décolle avec la mécanisation de l'agriculture. Mais ces engrais, ils ont toujours quand même l'inconvénient que ça peut aussi être des explosifs, d'où AZF à Toulouse en 2001, d'où Beyrouth, le port de Beyrouth en 2020. Alors je passe vite, mais on voit bien que quand on a accès à des engrais de synthèse comme ça facilement, on peut déconsidérer les nutriments des excrétas et moins les recycler. C'est ce qui s'est passé sur l'agglomération parisienne. En 1900, on avait 45% de taux de recyclage. Nos jours, maintenant, c'est 5%. Donc une chute drastique. Alors comment ça se passe? Si on regarde les travaux de thèse de Fabien Esculier et puis les travaux de Julia Lenoé, ça va arriver, c'est magique. Ah là là, je vous remets les animes, c'est trop bien. Vous prenez un francilien, une francilienne, c'est-à-dire nous, on va manger annuellement 4,9 kg d'azote dans notre alimentation. Bon, c'est déjà 50% au-dessus de notre besoin physiologique, donc on pourrait déjà jouer là-dessus, manger moins de protéines. On excrète la même chose parce que c'est un flux qui nous traverse, on en a besoin, mais on ne le stocke pas. Mais en amont, il a fallu, dans le système agroalimentaire, introduire 21,2 kg d'azote sous forme d'engrais de synthèse, avec un système qui est peu efficace. Et en aval, nos excrétas qui vont à l'égout et en station d'épuration, on ne va récupérer en Île-de-France que 200 grammes via les boues de station d'épuration, 200 grammes d'azote sur tout ce flux. Ce n'est que 5% de recyclage. Et alors, ce qui est choquant, c'est qu'en amont, vous avez en fait une synthèse des engrais qui utilise beaucoup d'énergie et du méthane fossile. Et en aval, vous avez la réaction inverse. On va détruire l'urée et on va encore utiliser de l'énergie en station d'épuration avec du méthane fossile. Donc c'est hyper shadock. Alors je vais très vite simplement regarder les flèches rouges. Ça, c'est les émissions vers l'environnement de ce système. Donc vers l'air avec des gaz à effet de serre et vers l'eau avec une pollution, comme on a dit, qui fait de l'eutrophisation des milieux aquatiques. Bon, alors évidemment, ce n'est pas satisfaisant. On ne veut pas rester sur ce système linéaire. On veut le boucler en séparant à minima les urines, ce qui permet de recycler l'azote et le phosphore au champ. Donc bien sûr, on va diminuer les perturbations des cycles dont on parle. On va préserver des milieux. On va aussi, ça c'est intéressant, faciliter le traitement des stations d'épuration, parce qu'en retirant des systèmes d'assainissement ces nutriments, on va faciliter l'efficacité des stations qui vont avoir besoin de moins d'énergie et moins de réactifs, qui en plus vont mieux dépolluer. Et puis on va répondre à une incitation réglementaire du SDRIFE, le schéma directeur de la région Île-de-France, et donc ça c'est très important. Alors on va aussi gagner sur plein d'autres tableaux. On va économiser de l'eau, on va économiser des chasses d'eau, parce que quand on se sépare, on a besoin de moins de chasses d'eau. On va diminuer des émissions de gaz à effet de serre et produire des engrais. Super important, vous allez le voir après. Alors, je fais vite, mais qui travaille sur ces sujets-là de façon théorique et appliquée? Principalement, le programme de recherche OCAPI, qui est un programme interdisciplinaire et tourné vers l'action, avec beaucoup d'acteurs impliqués institutionnels, et côté scientifique également, et on a la chance d'en faire partie côté scientifique. Il faut citer également un acteur important pour fédérer tous les acteurs de l'assainissement écologique en Île-de-France, c'est le RAE. Et puis on a la chance en Île-de-France
d'avoir l'association Arceau qui fait de la collaboration entre les collectivités et la recherche dans le domaine de l'eau. Et on a un groupe de travail spécifique séparation à la source au sein d'Arceau qui est animé par Fabien Esculier, par Claire Benveniste qui est ici présente au premier rang, donc de l'École des Ponts. Et puis moi, je suis le troisième co-animateur de ce groupe. Voilà, je termine avec les notions importantes, mais ça, c'est une diapo importante. C'est quand on regarde la composition des eaux usées domestiques, qu'est-ce qu'on a? Sur la première colonne, vous voyez qu'on a en volume des chasses d'eau, des eaux ménagères, et en fait, très peu d'urine en volume. C'est quasiment 1%. Donc si on sépare ce petit pourcent, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez la troisième colonne, sur l'azote, 80% de l'azote, en fait, il est contenu dans les urines. Donc si on a récupéré ce petit volume, on a accès à presque tout l'azote. C'est hyper intéressant parce que l'urine, en plus, est quasi exempte de bactéries pathogènes. La dernière colonne, elle vous présente où sont les bactéries Escherichia coli. En fait, c'est massivement dans les matières fécales. Alors, on ne va quand même pas déconsidérer les matières fécales, mais on sait qu'il faut les traiter différemment à cause de ça. Voilà. Donc, la situation conventionnelle actuelle, c'est ça, tout part à l'égout. Quand il pleut massivement, qu'il y a un orage, ça déborde un peu. Donc, il n'y a pas de traitement dans ce cas-là, de la partie qui a débordé. Et puis, il y a quelques cas un peu, où il y a des bateaux logements en dehors de Paris qui peuvent ne pas avoir d'assainissement. Dans Paris, par contre, ils sont équipés. Alors, les alternatives, c'est simple, il y en a 4. Première, vous séparez l'urine. Deuxième, vous séparez les matières fécales. Troisième, en bas à gauche, vous séparez les deux ensemble, un peu comme dans les toilettes sèches classiques. Et la quatrième, qui est très intéressante, vous séparez tout. Et comme ça, vous valorisez mieux. Ça permet aussi de gérer pas mal de choses comme les odeurs. Voilà. Donc, je termine là-dessus. À l'Institut, on s'est intéressé avec le programme OCAPI à faire du retour d'expérience sur ce qui se faisait déjà, au travers d'une cartographie interactive qui s'appelle Toilettes fertiles, donc que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est un panorama de retour d'expérience. Et on l'a catégorisé en fonction des tissus urbains dans lesquels en fait, apparaissent ces projets. Donc, par exemple, les bureaux, l'habitat individuel, collectif, etc. Voilà. Et je termine parce que j'ai dépassé mon temps. Merci. Super, merci beaucoup. C'est pas facile en 10 minutes. Je précise que les PowerPoints seront sur le site web, sur la page web, et qu'il y aura aussi le podcast de la rencontre et que vous trouverez aussi beaucoup de publications et toilettes fertiles d'ailleurs sur le site web de l'Institut Paris Région. Alors, Manuel, tu disais qu'il travaille sur ces sujets, l'Institut, la recherche, le programme OCAPI, le projet européen CAF. Et donc, Tanguy Fardet, Tanguy, tu es de formation scientifique, normalien agrégé de physique. Tu as soutenu une thèse de physique, puis un postdoc à Tübingen. Et enfin, maintenant, tu fais un nouveau postdoc dans le cadre de ce programme européen CAF qui est effectué à l'ENPC avec Fabien Esculier et d'autres membres du programme OCAPI. Et dans ce contexte, on a eu la chance de t'avoir parmi nous pendant 6 mois pour travailler avec Manuel et les personnes de l'Institut qui sont intéressées par ces sujets. Voilà, donc on continue. Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les principaux résultats de ton travail, notamment sur le volet territorialisation? Merci Brigitte. Oui, donc effectivement, donc j'étais à l'Institut Paris Région les 6 derniers mois de ce projet européen CAFé pour travailler évidemment sur la continuation de cette question de séparation à la source des excrétas, mais également sur la question donc, du passage à l'échelle et d'identification des territoires qui seraient particulièrement propices pour récupérer ces matières. Alors, moi, je suis arrivé sur ces questions sous l'angle alimentation que Manuel a introduit tout à l'heure. Effectivement, avec cette question de comment nourrir la population en respectant à la fois la santé humaine et environnementale. Et donc, pour cela, comme on l'a vu sur le schéma des frontières planétaires, il y a vraiment un enjeu important à réduire les intrants utilisés en agriculture
Et cette réduction des intrants, en fait, elle ne peut être permise que par une réduction de la consommation de protéines animales par les populations, donc un changement de régime alimentaire avec une diminution idéalement par 3 environ en France. Pour passer d'un système, comme on le voit ici, qui est dominé par les engrais de synthèse et ensuite par les excrétats d'origine animale, donc vaches, cochons, poulets notamment, à un système plus équilibré en 3 composantes principales: les légumineuses qui apportent l'azote dans les champs, les engrais d'origine humaine pour compléter, à égalité avec les engrais d'origine animale qui auront donc diminué. Et donc, dans ce formalisme-là, on se retrouverait avec les excrétats humains qui seraient désormais une source vraiment majeure d'engrais pour cette nouvelle agriculture. Alors juste pour vous donner un peu les chiffres, rien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on regarde le monde dans son ensemble, c'est 30 millions de tonnes d'azote qui sont présentes dans les excrétats des humains, à comparer aux 37 millions de tonnes d'origine animale qui sont ramenées sur les champs. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est déjà à une situation relativement équilibrée. Si jamais on récupérait les urines et matières fécales, on serait déjà un peu dans cette situation. En France, on a quand même une dominante animale avec 640 milliers de tonnes par rapport aux 300 que l'on pourrait récupérer dans les excrétats humains. Mais comme j'ai dit, si on a cette perspective de diminution des cheptels pour rendre l'agriculture plus soutenable, eh bien, on voit qu'ici, à nouveau, on se retrouve avec une contribution potentielle très importante des excrétats humains, qui représentent donc un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en engrais, et qui pourrait devenir la principale source pérenne d'un engrais qui soit vraiment local et entièrement renouvelable. Ça permet d'éviter la volatilité des prix, comme on a pu le voir suite à la crise du démarrage de la guerre en Ukraine, et d'avoir des dépendances géopolitiques sur des ressources fossiles et minières qui ne sont pas présentes sur le territoire français. Donc ce que je regarde plus précisément, c'est comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce passage à l'échelle sur la collecte et la valorisation des matières, et quelle est la pertinence de différentes filières par rapport à cette question-là. Alors, quand je parle de filière, du coup, eh bien, c'est vraiment tout le processus qui va nous permettre de collecter les excrétats jusqu'à leur rapport au champ. Donc, ça commence par des toilettes spécifiques adaptées à la collecte, comme vous avez pu en voir ou comme vous pourrez en voir tout à l'heure dans l'entrée. Un transport de ces matières, un stockage, une transformation éventuelle plus ou moins complexe pour en faire des engrais, à nouveau un stockage, éventuellement une vente ou non, selon les modèles économiques choisis, jusqu'à leur usage en agriculture pour permettre ici à nouveau de produire de l'alimentation qui permette de démarrer un nouveau cycle. Alors, l'idée, c'est donc d'évaluer ces nouvelles filières et de les comparer au système actuel pour regarder donc quels seraient les impacts évités, les impacts associés à la production des engrais de synthèse en termes de consommation énergétique et de ressources, les impacts en stations d'épuration qui sont elles aussi énergivores et consommatrices de ressources, et puis l'impact de l'épandage des boues, qui est la principale filière actuellement de gestion des boues d'épuration et qui cause une pollution importante des sols. Et puis, bien évidemment, ces filières peuvent avoir des impacts additionnels, l'impact de la transformation des engrais, si, selon le modèle, certaines peuvent être relativement énergivores, et puis leur transport jusqu'au champ. Donc si on fait le bilan des impacts évités et des nouveaux impacts, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour à peu près toutes les filières, on a un gain extrêmement important sur cette problématique d'eutrophisation qui a été mentionnée, donc l'impact sur les milieux aquatiques, typiquement avec ce dont vous avez sûrement entendu parler à minima, ce sont les marées vertes qui sont causées par cet excès d'azote et de phosphore dans l'environnement marin, et puis une réduction de la consommation de ressources en eau et fossiles. En revanche, sur la partie énergie et émissions de gaz à effet de serre, là, on a une extrême variabilité avec certaines filières qui permettent des gains très importants et d'autres qui sont similaires, voire un petit peu supérieurs en termes de consommation énergétique au système actuel. Et donc, on va ici se concentrer sur deux filières les plus simples techniquement pour déjà voir comment celle-ci se compare au système actuel. Ces deux filières, ce sont la filière lysin, qui est simplement de l'urine stockée, puisque par simple stockage, sur quelques mois, l'urine va s'hygiéniser et se transformer en un engrais qu'on appelle ammoniacal. Et donc cet engrais, on l'appelle le lysin, de lisier humain.
Et l'autre filière, pour les matières fécales, c'est la filière du compost, où de la même façon, avec le temps et le processus de compostage, les matières vont s'ioniser pour donner un compost qui peut être directement utilisé en agriculture. Et donc pour la filière Lisin, on a simplement ici la collecte des urines, le transport jusqu'à une station de traitement qui est en fait simplement un lieu de stockage, et ensuite leur application au champ. Ici, et dans le cas du compost, on n'a pas ou très peu de consommation énergétique de la transformation. Et donc en fait, la source d'impact supplémentaire, ça va simplement être le transport des matières entre le lieu de collecte, le lieu de stockage et les champs. Et donc, pour savoir si on va avoir des gains environnementaux ou non, il suffit de regarder la distance à parcourir pour valoriser ces matières. Et donc, si on regarde sur le territoire français, eh bien, on voit qu'en fait, sur la majorité du territoire, qui représente 70% des gisements en verre, on a à parcourir moins de 10 km pour ramener les excrétas sur les champs après leur transformation en engrais. Et donc là, on est sur des filières extrêmement locales et pour lesquelles on a vraiment des gains environnementaux très forts, puisqu'en fait, il n'y a quasiment pas d'impact, et beaucoup moins que celui de l'apport des engrais et de leur production actuelle. Ensuite, pour les grandes villes, en bleu, on va avoir une distance à parcourir entre 10 et 50 km en général. C'est le cas pour la majorité de la zone urbaine de l'Île-de-France, puis c'est le cas pour les autres grandes villes françaises, où là, sous les 50 km, on reste ici à nouveau très bénéficiaire d'un point de vue environnemental sur tous les indicateurs qu'on a mentionnés. En revanche, notamment sur le pourtour méditerranéen, il reste des zones où là, on va avoir à parcourir plus de 50 km, voire plus de 100 km, simplement du fait de la présence de la mer, qui divise par deux le territoire disponible, plus les montagnes. Et ce sont souvent des zones où il y a moins d'agriculture que notamment en Île-de-France, par exemple. Donc dans ces zones-là, on commence à se rapprocher en termes d'impact de gaz à effet de serre du système actuel. Donc, ça ne dit pas si ces filières sont les plus souhaitables, mais en tout cas, on peut voir que d'un point de vue environnemental, on a à minima 2 filières qui font sens et qui, sur la majorité du territoire, impliquent des gains nets sur les 4 indicateurs que j'ai mentionnés. Alors, pour l'Île-de-France, d'ailleurs, on voit qu'on est sous les 50 km dans la quasi-totalité, et donc c'est une filière qui, a priori, peut être pertinente en Île-de-France. Donc si on regarde maintenant la situation plus spécifiquement en Île-de-France, aujourd'hui les communes elles se focalisent beaucoup sur la question des biodéchets, notamment du fait du changement de réglementation récent, et elles gèrent à peu près sur le territoire 1000 kilotonnes de matière. Et on voit que la gestion des matières fécales, en gros ça serait le même ordre de grandeur en termes de quantité, avec 650 milliers de tonnes. Et en revanche, les urines, là, on est pratiquement 7 fois supérieur en termes de quantité de matière à gérer. Alors, Manuel l'a dit tout à l'heure, mais je le remontre ici avec l'ajout des biodéchets. Ce sont les urines et matières fécales qui contiennent la majorité des nutriments qui nous intéresseraient pour l'agriculture. On le voit, 58 kilotonnes d'azote en bleu, qui sont majoritairement contenus dans les urines et matières fécales en jaune et marron, avec une petite fraction dans les biodéchets. Et c'est la même chose pour le phosphore en bleu-vert et pour le potassium en vert. Donc si on compare ces quantités de nutriments à la consommation actuelle de l'agriculture en Île-de-France, eh bien on voit qu'on a 55 milliers de tonnes dans les excrétas, à comparer aux livraisons d'engrais de synthèse actuelles qui varient entre 55 et 80 000 tonnes par an. Et donc, on voit que sur les années les plus basses, on couvre l'intégralité de la consommation actuelle. Et même sur les années où il y a une forte demande, on reste quand même assez proche de cette couverture totale des engrais, sachant qu'en plus, l'idée ici, c'est de faire diminuer cette consommation d'engrais de synthèse. D'un point de vue des prélèvements en eau, l'Île-de-France ayant une très large population, c'est l'eau potable qui est le prélèvement dominant. Et on voit ici que les chasses d'eau constituent un prélèvement relativement important et en tout cas très supérieur à celui de l'irrigation. Donc on voit ici qu'on a quand même un enjeu important pour la réduction des prélèvements en eau à agir sur ce volet-là. Alors, au-delà de la question de la quantité de ressources en eau, il y a évidemment l'enjeu de la qualité de l'eau qui a déjà été mentionné, avec sur le territoire un grand nombre de zones qui ont un état écologique des masses d'eau médiocre, voire mauvais, qui est en partie dû ou empiré
par le fait qu'un certain nombre de stations de traitement des eaux usées sur le territoire ne sont pas conformes à la réglementation nationale ou locale en termes de rejet vers le milieu. Et donc ici, pour tous les territoires présents dans ces zones-là, il y a évidemment un enjeu important de s'approprier ces nouvelles techniques pour soulager les stations d'épuration et permettre d'améliorer la qualité locale de l'eau. D'autant plus que dans un certain nombre de territoires, il y a encore du développement urbain qui est prévu et qui, notamment, peut, dans certains cas, co-localiser avec ces zones où l'eau est déjà dans un état médiocre, voire mauvais, notamment du côté de Corbeil-Essonnes et du nord de Melun ou vers Marne-la-Vallée. Et donc, dans ces territoires-là, c'est d'autant plus crucial d'essayer de voir si ces techniques-là, appliquées dès le développement, dès la phase de planification, peuvent permettre de limiter ces impacts sur l'eau. Donc d'autant plus que, comme ça a été mentionné, la directive eaux résiduaires urbaines va évoluer et devenir encore plus forte en termes de réduction des rejets, et qu'en plus le changement climatique va conduire à une baisse tendancielle des débits des rivières qui seront de moins en moins à même d'absorber cette pollution. D'autant plus si localement la population continue d'augmenter. Donc on sait déjà qu'avec les techniques actuelles, certaines stations de traitement ne pourront pas se mettre en conformité physiquement. Donc ici, vraiment, la séparation à la source est un des leviers majeurs pour permettre d'atteindre à la fois une conformité réglementaire, mais également vraiment un bon état des masses d'eau dans la région. Alors, ayant dit cela, évidemment, c'est une petite révolution dans la manière dont on conçoit l'assainissement. Et donc, il y a un enjeu un peu à prioriser, à voir comment est-ce qu'on s'attaque à cette question-là. Et tout simplement, d'un point de vue pragmatique, le plus simple, si on commence à modifier les sanitaires, c'est de commencer par les endroits où un petit nombre de sanitaires est partagé par un grand nombre de personnes. Donc, typiquement, les lieux d'activité. Et donc pour cela, sur le territoire, on a un certain nombre d'endroits où plus de la moitié du gisement, donc ce sont les zones en vert et en jaune, est présente sur les lieux d'activité. Donc vous pouvez voir les zones à nouveau vers Melun, Marne-la-Vallée, tout le centre de Paris, Roissy et Rungis, et puis les zones vers Saclay jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis du côté de Cergy par exemple. Donc ça, évidemment, ça permet, entre guillemets, à moindre frais, à moindre travaux, de toucher des gisements qui sont relativement importants sans avoir à s'attaquer à une partie importante du bâti. D'autant plus que même sur les lieux d'activité, tous les bâtiments ne se valent pas. Il y a une très très forte hétérogénéité. En fait, 10% des bâtiments les plus grands contiennent 63% du gisement sur le lieu d'activité. Et même si on descend encore, 1% des plus gros bâtiments contient 18% du gisement, et le 0,1% des plus grands bâtiments, les 1000 plus grands bâtiments du territoire, contiennent déjà 10% du gisement. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un enjeu fort à prioriser cette transformation pour avoir l'impact le plus important possible à investissement égal. Alors, on retrouve cette même hétérogénéité sur les lieux résidentiels, avec ici à nouveau 10% des plus gros bâtiments résidentiels qui contiennent 65% du gisement, et le premier pourcent des plus gros bâtiments qui contient à lui seul 20% du gisement résidentiel total. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, les gisements de nutriments dont je parle ici, ils se répartissent environ à 75% dans le résidentiel et à 25% sur les lieux d'activité. Voilà, alors pour contextualiser un peu tout ça sur un exemple concret, alors évidemment au-delà du point de vue technique, comme ce sont des techniques qui sont très nouvelles, eh bien, il y a un intérêt de pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui soient un peu porteurs, facilitateurs de cette transformation. Et notamment, on a deux types d'acteurs qu'on identifie comme pouvant être intéressants, qui sont les parcs naturels régionaux, qui ont une composante d'expérimentation, notamment agricole, dans leur
dans leur raison d'être, et puis les plans alimentaires territoriaux qui se focalisent évidemment sur cette question de l'alimentation, et notamment souvent avec une composante forte sur les questions de souveraineté et de sécurité alimentaire, pour lesquelles ces questions sont particulièrement pertinentes. Alors j'ai pris l'exemple ici spécifiquement du PNR de Chevreuse et du PAT de la Plaine au Plateau, qui va donc de Saclay jusqu'à Versailles en passant par Saint-Quentin en Yvelines, tout simplement parce que le PAT de la Plaine au Plateau est animé par Terricité, qui est une association qui s'intéresse déjà à la question de la récupération des urines et à leur valorisation agricole, avec des expérimentations en cours sur le plateau de Saclay. Et donc on voit ici qu'en plus, ces deux acteurs sont sur un territoire extrêmement proche, voire interagissent sur certaines communes. Et en fait, de manière générale, sur le territoire francilien, à proximité des PNR, les parcs naturels régionaux, les villes-portes ont souvent des opportunités de collecte importantes, soit dans les grands bâtiments éducatifs, soit dans les grands lieux d'activité de plus de 1000, voire plus de 10 000 employés. Donc on a à la fois une zone agricole qui va être présente et également des opportunités de collecte. Et enfin, sur la majorité du territoire francilien, on a également un grand nombre de synergies possibles, soit à petite échelle, avec par exemple des AMAP, donc des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui sont certes petites, mais qui vont permettre de lancer ces thématiques. On a déjà des exemples en Ile-de-France d'AMAP qui se sont emparés de la question. Ça permet d'aborder le sujet dans le grand public, de faire changer les mentalités. Et puis, au-delà de ça, sur la question du passage à l'échelle, on a des possibilités de covalorisation, notamment pour les matières fécales, avec les stations de compostage et de méthanisation, avec en plus, pour la méthanisation, un enjeu du côté des outils agricoles, puisque les outils d'injection des digestats de méthanisation peuvent être réutilisés à l'identique pour injecter de l'urine dans les sols. Voilà. Avant de conclure, je voudrais évidemment remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai mené ces travaux, donc notamment les personnes du programme OCAPI et du département environnement de l'Institut Paris Région. Et donc je voudrais conclure en rappelant un peu les grandes problématiques. Donc vraiment, ici, on touche à un enjeu majeur du point de vue agri-alimentaire pour ne plus dépendre de ressources finies, fossiles et minières, qui ne sont en plus pas présentes sur le territoire, et donc avoir vraiment cet enjeu sur la sécurité et la souveraineté alimentaire qui est permis par ici l'apport de nouveaux engrais pour une fertilisation et des filières qui soient vraiment locales et pérennes. Alors, on l'a vu, il y a de multiples partenaires qui sont possibles pour entamer cette transformation, donc que ce soit à petite échelle sur la question du changement de la perception de ces questions-là via les AMAP, à des échelles plus territoriales avec les PAT et les PNR, et puis des synergies possibles avec des filières existantes, notamment les filières biodéchets, de compost et de méthanisation. Enfin, c'est évident, mais ici, il y a vraiment un enjeu majeur sur la planification urbaine, avec potentiellement un intérêt de prioriser les grands établissements, mais dans tous les cas, une nécessaire intégration de ces questions-là au plan d'urbanisme, afin que ces problématiques soient systématiquement prises en compte lors du développement ou de la rénovation des bâtiments. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, peut-être, avant de donner la parole à nos deux intervenantes qui vont nous présenter deux expérimentations très différentes, comme on est bien dans les temps, peut-être y a-t-il quelques questions de votre part. Ce n'est pas pour ouvrir le débat, mais c'est plus des questions de compréhension, de précision adressées à Manuel ou Tanguy. Allez-y, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Olivier Saison. Sepia Conseil, donc cabinet de conseil dans l'eau et l'environnement, et aussi arboriculteur et qui utilise chez moi, de l'urine en fertilisation. Question par rapport, qu'est-ce qu'on appelle grand établissement ? En absolu, pas en pourcentage, mais en absolu, ça représente quoi ? Quelle dimension ou nombre de salariés ? Donc, ce que j'ai représenté ici sur la carte, ce sont les établissements qui ont plus de 1000 employés, voire pour certains plus de 10 000 sur le territoire. Et donc, dans les pourcentages présentés avant, c'est ce seuil de 1000 employés qui était retenu là ? Oui. Non, alors ici, c'est vraiment l'intégralité des bâtiments
des lieux d'activité sur le territoire. Donc il va y avoir tout depuis une personne jusqu'à plus de 10 000 personnes dans le 0,1% du haut. Donc c'est plutôt 10 000 personnes dans le 0,1%. Mais, oui, merci. Merci. Bonjour, je suis de l'EPAMAR, d'EPA France. Je voulais savoir si vous avez analysé aussi le bâtiment existant, bâtiment nouveau. Vous dites que c'est important d'intégrer dans les plans d'urbanisme par rapport au développement et rénovation. On sait que ces systèmes techniquement sont plus faciles à intégrer dans le neuf. Vous parlez de l'intérêt de regarder les très grands établissements au niveau des emplois. Est-ce que vous avez aussi regardé cette question du neuf et de l'ancien ? Est-ce que vous pouvez préciser, c'est-à-dire dans... Vous avez regardé l'opportunité en fonction de la taille des bâtiments, en fonction du kilométrage parcouru pour aller au champ, etc. Est-ce que vous avez aussi regardé l'opportunité voilà, c'est là par rapport au développement urbain et à l'existant. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Donc, on l'a regardé en termes de localisation, pas en termes de gisement. En revanche, je ne sais pas combien. C'était ça okay. ma question. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut avoir cette information-là, mais on pourrait essayer de regarder en tout cas. Bonjour, Jean-Pierre Petit, ministère de l'Agriculture. J'aurais deux questions sur les épandages. Vous avez évoqué à la fin ce qui est épandage de digestat, de méthaniseurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra prévoir des plans d'épandage distincts pour éviter d'avoir un suramendement en quelque sorte en matière organique naturelle, en quelque sorte des sols entre les bouts de stations d'épuration et les digestats? Et vous avez également évoqué, alors c'est plus une interrogation sur les saturations des stations d'épuration. Pour moi, j'ai en tête que en fait, nos stations d'épuration elles fonctionnent mal parce qu'on a des fois beaucoup d'eau claire parasite qui arrivent dedans et qu'on a une charge entrante qui n'est pas suffisante. Alors, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que... Donc, sur la question... sur la partie agricole, ici, il y a vraiment... L'idée, c'est que les apports d'urine soient vraiment, à minima, en substitution d'engrais de synthèse. Donc ici, pour les urines, ça va dépendre de la manière dont elles sont considérées à terme dans la réglementation. Aujourd'hui, si c'est à grande échelle, il faudrait effectivement des plans d'épandage. L'idée serait de considérer vraiment les quantités d'azote et de phosphore apportées. Et donc par rapport à la question des bouts d'épuration, je ne sais pas si ce sera les mêmes parcelles qui recevront des bouts d'épuration et de l'urine brute ou des composts de matière fécale, mais bon, ici ce sera vraiment un travail de l'agriculteur de concevoir un itinéraire technique pertinent dans la mesure où on pourra lui fournir les quantités de nutriments qui seront présents dans la matière pour qu'il ne dépasse pas les seuils. Mais donc effectivement, s'il s'agit de réglementer dans un premier temps par plan d'épandage, ce qui est pas la solution technique qu'on espérerait à terme, mais oui, il y aura effectivement cette notion d'apport d'engrais à pas dépasser, comme pour les autres matières. Sur la question des stations d'épuration, c'est extrêmement variable en fait. Je ne peux pas vous donner une réponse. Là, ce qui est représenté sur cette carte-là, il y a HR qui représente des quantités absolument gigantesques avec un rendement assez bas sur l'azote entrant. Alors qu'il va y avoir ensuite tout un tas de petites stations qui sont peut-être pour certaines anciennes et qui n'avaient pas été prévues pour une croissance démographique. Alors peut-être qu'elles sont limitées par les matières organiques, peut-être que c'est l'azote, peut-être que c'est le phosphore. Là, il y a une énorme variabilité sur le territoire. Dernière question. Oui, David Graveau, Société Decision Brain. J'avais... Pour le stockage de l'urine, est-ce qu'il y a un temps de maturité avant la réutilisation? Alors, les recommandations actuelles de l'OMS, c'est de 2 à 6 mois. En fait, c'est simplement le temps que l'urée se transforme en ammoniac et que le changement de pH dans l'urine et cette présence d'ammoniac inactive d'éventuels pathogènes résiduels. Alors, c'est extrêmement important s'il y a une contamination croisée possible avec des matières fécales. Si c'est des urines collectées séparément sur des urinoirs,
où il n'y a a priori pas de contamination croisée. Dans ce cas-là, dès 2 mois, il y a a priori plus de problème, quoi. Merci. Alors, on va poursuivre et en changeant de place pour donner maintenant la parole à Charlotte Picard. Alors, Charlotte, vous êtes architecte de formation. Vous êtes directrice adjointe à la direction recherche et innovation dans la commune de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 45 000 habitants. Alors, on peut se demander pourquoi une direction de la recherche et de l'innovation dans une ville de petite couronne de 45 000 habitants. Ça intrigue. Donc ça sera ma première question. Quels sont vos objectifs? Et puis pourquoi vous avez choisi de développer un projet de toilettes sèches dans un groupe scolaire? Alors, merci de l'invitation. Je vais faire une présentation qui va être plus terre à terre et avec moins de données techniques, mais j'ai appris beaucoup de choses dans les présentations précédentes, donc ça va nous aider à avancer. La direction recherche et innovation, elle est née en 2010. Elle a été initiée par mon directeur, Emmanuel Pézerès, donc qui a fait la proposition à la direction générale de l'époque de créer cette direction pour réfléchir justement au vu de tout ce qui nous arrive, la déplétion d'énergie, de matières premières, l'atteinte de ces limites planétaires. Voilà, ces sujets-là, ils sont vraiment pas nouveaux. Donc finalement, qu'une direction naisse en 2010, c'est pas exceptionnel. Mais dans les faits, c'est vrai que je n'en connais pas d'autres au niveau des collectivités territoriales. Donc nos missions sont à la fois d'analyser toutes ces données à Rosny-sous-Bois et puis plus globalement, à partir de là de lancer des expérimentations, de faire de la recherche-action. Donc on est un petit peu quand même dans la catégorie chercheur, même si c'est un niveau beaucoup plus modeste, et puis enfin de diffuser ce qu'on fait et de communiquer. Il s'est trouvé qu'assez rapidement à la naissance de cette direction, une des compétences obligatoires de la ville qui concerne les établissements scolaires primaires est devenue vraiment un sujet de grande tension pour nous. Et dans la nécessité de construire rapidement des écoles, on a trouvé le terrain d'expérimentation pour cette direction. Donc on a constitué une équipe de maîtrise d'œuvre un peu particulière avec des compétences assez pointues à la fois en structure, à la fois en fluide, et puis cette volonté toujours de recherche et donc de ne pas appliquer des techniques de construction qui existaient déjà, mais d'aller chercher pour comprendre est-ce que c'est possible aujourd'hui de construire sans détruire notre environnement. Puisque finalement les besoins humains, si on les réduit à l'essentiel, c'est de s'abriter, se nourrir et puis d'échanger, d'avoir une vie sociale. Donc on a compris que le sujet de ce matin était extrêmement lié avec le volet alimentation. Et finalement à Rosny-sous-Bois, on va travailler aussi à la partie construction. Et donc de boucler cette boucle entre tous nos besoins et l'écosystème, ce qui nous entoure au plus proche. Donc là, il y a un résumé très rapide sur comment on peut essayer de construire sans détruire et puis voir en régénérant notre environnement, en allant chercher des matériaux locaux, des matériaux qui poussent grâce à l'énergie solaire, de limiter tout ce qui va être lié à l'extraction, à la dépense d'énergie, à la création de gaz à effet de serre supplémentaires, d'internaliser les compétences, c'est ce que j'ai dit, c'est d'avoir au sein de la collectivité finalement tout ce qu'il faut pour répondre à ces questions, pour aller vite. Le service public est vraiment l'endroit, il nous semble, pour faire cette recherche et puis pour lancer ces nouvelles pratiques. On parlait de souveraineté alimentaire, oui, nous on rejoint cette thématique-là de souveraineté territoriale, de gérer au niveau de notre territoire la capacité de vivre, de survivre, mais de vivre dans de bonnes conditions et d'une certaine manière sortir du système marchand qui nous amène à des situations assez désespérées aujourd'hui. Donc j'ai parlé du lien entre construire et comment on recrée ce lien entre la construction et l'agriculture, l'agroforesterie, la sylviculture douce. Donc c'est qu'on va travailler dans ces filières-là, on va rencontrer des agriculteurs, alors qu'ils sont en bio, qui replantent aussi des haies, qui replantent des arbres, pour avoir cette matière première ultra locale et ultra performante, parce que la paille, c'est très très efficace pour isoler nos bâtiments neufs et isoler aussi nos bâtiments anciens, parce que là, on a notre expérimentation d'isolation thermique par l'extérieur avec des bottes de paille. Et
pas toujours de la botte, pas toujours des céréales qu'on connaît déjà comme le blé, mais là on est allé chercher une expérimentation qui est pilotée par l'ISARA en France sur le Tinoperum intermedium, qui est une céréale vivace, donc qui va encore diminuer les besoins en énergie et qui va favoriser aussi un développement au niveau des racines pour que le sol soit plus efficace et travaille mieux, notamment à la rétention de l'eau. Toujours sur la question de l'eau, il y a une chose assez importante, c'est, puis globalement dans tous ces projets-là, on est assez content finalement qu'on ait besoin de répondre à cette question d'accueil scolaire, parce que finalement, tous ces bâtiments-là, ça va être comme des gros démonstrateurs pédagogiques pour les enfants, donc les futures générations. Et on essaye de laisser visible un maximum d'éléments, notamment le parcours de l'eau, pour voir, là sur la photo de gauche, vous avez des gouttières ouvertes le long de la façade, pour que les enfants voient que l'eau qui tombe du ciel, on la voit, et après on va leur expliquer aussi qu'on va la stocker. Ça va permettre aussi d'irriguer nos toitures terrasses, parce que quand on vient imperméabiliser le sol par nos constructions, on essaye de retrouver des zones assez modestes, mais néanmoins d'agriculture ou de projets pédagogiques de cultivation sur les toits de nos bâtiments. Et sinon, on va stocker énormément les eaux pluviales sur chaque site. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la direction existe depuis 2010. Et donc, ça fait 10 ans maintenant qu'on construit ou qu'on rénove. Parce qu'aujourd'hui, on a construit 5 bâtiments. On a transformé une halle de marché en école maternelle. Et on a aussi rénové une école maternelle. Et pour chacun de ces sites, on va stocker les eaux pluviales pour pouvoir les réutiliser. Alors on les réutilise aujourd'hui par voie de potabilisation pour faire des jeux d'eau à l'extérieur, parce qu'on se dit qu'au bout d'un moment, même si nos écoles sont très performantes et résistent bien aux canicules qu'on a pu avoir pour l'instant, finalement il y a un moment, il faut peut-être sortir les enfants aussi de la classe et faire autre chose quand c'est plus tenable à l'intérieur, donc notamment des jeux d'eau. Et donc on est arrivé aux toilettes sèches en tout cas dans mon cas, par ce souci d'arrêter de mettre de l'eau potable dans les chasses d'eau. Et puis, on s'est quand même plongé dans ce sujet-là pendant plusieurs années, jusqu'à comprendre effectivement ce que vous nous avez expliqué ce matin, ce lien très fort entre tous ces nutriments qu'on laisse partir en station d'épuration, mais finalement qu'on n'utilise plus, et tout ce qu'on doit produire pour remplacer ces engrais. Et donc c'est ça aussi qu'on essaye d'expliquer aux utilisateurs de nos écoles. Et finalement, notre grand travail, ça va être la sensibilisation et amener du changement culturel au sein des habitants et des enfants de Rosny-sous-Bois. Et on le fait parfois, je vais le dire quand même, de manière assez brutale, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément consulté les personnes avant de leur installer des toilettes sèches. Petite précision aussi, les toilettes sèches, donc on a 2 sites aujourd'hui d'expérimentation, enfin même de réalisation, qui sont les centres de loisirs. Parce qu'on s'est dit, on va d'abord travailler avec les personnes qui sont nos collègues au sein de la ville, donc les animateurs, les directeurs des centres de loisirs, avant d'aller imposer ça au personnel de l'éducation nationale, avec qui on a forcément une relation plus distante. Donc les toilettes sèches sont installées dans des centres de loisirs. Ça, c'est le premier exemple. Alors, pareil, on n'a pas fait de séparation à la source pour notre première tentative. Là, c'est un centre de loisirs qui a ouvert en 2020, donc ça fait déjà 5 ans qu'il est en fonctionnement. Et on est allé vers un système vraiment très simple, avec, comme vous le voyez, un composteur qui est tout de suite en dessous, on peut même après le voir en photo, qui est vraiment en vertical en dessous de nos toilettes. Et on a installé donc, dans ce centre de loisirs tous les toilettes pour les enfants maternels et élémentaires en toilettes sèches et pour les adultes aussi. Comme ils n'étaient pas prévenus de ce qui allait se passer, on a aussi à l'étage de ce centre de loisirs des toilettes classiques avec chasse d'eau. On s'est dit on veut brusquer personne, il faut que chacun prenne le temps d'approprier cette évolution. Donc là, par exemple, vous avez la photo des toilettes pour les enfants d'âge maternel. On a quand même installé des petites douchettes, d'abord
pour l'entretien général, on va dire, pour permettre aux équipes d'entretien de ne pas se poser la question et de passer un petit coup de douchette si nécessaire. Et puis, on s'est dit, si c'est vraiment la catastrophe, pour une raison, on ne sait jamais, enfin, nous, on était assez convaincus, mais après, il faut voir avec les utilisateurs, les usagers. Si besoin est, on a des arrivées d'eau, si on doit retransformer tout notre système. Ça rassurait aussi, j'ai envie de dire, l'équipe municipale, qui n'avait pas été très encourageante sur ce sujet-là. Mais donc voilà, on leur a dit, vous inquiétez pas, on a plein de solutions de retour en arrière si vraiment ça ne va pas. Aujourd'hui, vous voyez le local technique, voilà, en dessous, au droit de ces toilettes, avec les composteurs. On a travaillé avec du matériel qui existait, qu'on pouvait acheter facilement. Le lot plomberie avait à sa charge d'installer ce matériel qu'il ne connaissait pas du tout, mais il n'y a vraiment pas de complexité technique non plus sur ce genre de matériel. Vous voyez à droite le représentant de l'entreprise, je ne sais pas si j'ai le droit de citer, Toilette & Co, qui nous a accompagnés, qui est arrivé en cours de route. On avait déjà fait le projet, on avait déjà lancé les appels d'offres, mais c'est lui qui a fourni aux plombiers le matériel et avec qui on continue à travailler. Et là, justement, on fait visiter, alors je crois que c'était les équipes de la ville, quelques personnes de la ville de Paris, qui étaient curieux de voir l'installation. Le composteur, donc là on est vraiment dans le cas où les urines traversent le composteur, et sur ce premier projet, on n'avait pas prévu de stocker les urines. Pareil, on peut revenir en arrière parce qu'on pourrait imaginer re-attraper les lixivia, les stocker avec une pompe de relevage, les récupérer. Pour l'instant, ça vit tranquillement. On n'a pas eu besoin d'évacuer le compost, là ça fait 5 ans, donc on m'avait prévenu que ça prenait du temps et que ça ne serait pas rempli très vite. Et effectivement, on constate qu'on a encore le temps de réfléchir à ce qu'on va faire avec. Et je n'ai pas amené de photos dans notre deuxième site, qui lui a été livré tout à fait récemment, il y a à peu près 1 an, en février 2024. Là, on a évolué. On a aussi pu avancer sur le type de matériel, parce que les cuvettes inox, c'est tout ce qu'on avait trouvé à l'époque. Et maintenant, il y a des choses en céramique plus confortables aussi. Et sur ce deuxième projet, on a aussi prévu de stocker les urines. Donc, on a 2 cuves au sous-sol. Et je suis là aussi pour avoir tous les contacts possibles pour savoir que faire de mes urines. Parce que nous, on s'est lancé, on dit il faut y aller, il ne faut pas attendre qu'on nous le demande. Par contre, voilà, il faut qu'on échange tous ensemble pour trouver comment avancer encore plus loin. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Merci Charlotte. Donc, une expérimentation, vous diriez low-tech ? Oui, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est facile à entretenir pour mes collègues qui sont à l'entretien des bâtiments. À vrai dire, l'équipe de maîtrise d'œuvre est très engagée, donc on a été formé à l'entretien des composteurs nous-mêmes, donc on est capable d'intervenir s'il y a un souci. Et on est en train d'installer quand même un marché pour plus de confort, mais je ne sais pas, parfois c'est à double tranchant d'avoir des prestataires. Donc on essaie quand même d'avoir un marché pour suivre cet entretien, parce que parfois nous on est un peu débordés, donc ce n'est pas évident d'aller entretenir tous les composteurs, parce qu'on en a quand même presque une vingtaine maintenant. Voilà. Merci. Alors on va passer à la deuxième expérimentation. Vous allez le voir, elle est très différente. Elle est très différente par la taille de la ville, puisqu'elle se passe à Paris, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Elle est différente par l'ampleur de l'expérimentation, par le système d'acteurs impliqués, mais aussi par les technologies. On est plus dans le high-tech peut-être, enfin on pourra en discuter. En tout cas, on est moins dans le low-tech. Et donc, c'est Isabelle Fa. Isabelle, vous êtes ingénieure, vous êtes chef de projet dans le bureau d'études TILA, en charge d'une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de Paris Métropole Aménagement, donc dans le cadre du projet de ZAC de Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e, à Paris, sur le dossier séparation, valorisation des urines. Merci Brigitte. Alors, je tiens à préciser, c'est TILIA, mais ce n'est pas grave, le bureau d'études. Effectivement, on accompagne Paris Métropole Aménagement depuis 2019, donc depuis le lancement de la mise en place de la collecte séparative des urines sur la ZAC. Avant de vous montrer ce qui va être mis en place, parce qu'aujourd'hui, on est dans la phase travaux, je vais vous rappeler, juste pour ceux qui ne
connaissent pas le contexte de Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, comme l'a dit Brigitte, est situé dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul qui va être reconverti en écoquartier. Donc il y a 60% du bâti qui va être rénové. Le reste, c'est de la construction. Et c'est un écoquartier de 3 hectares avec une dizaine de bâtiments dans lesquels il y aura la collecte séparative des urines. Donc il a été décidé de mettre en place la collecte séparative des urines sur les 10 lots, avec une programmation principalement de logements, 600 logements, un équipement culturel, un équipement public avec une école, une crèche et un gymnase, dans lequel il y aura également la collecte séparative des urines. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux dans ce quartier, environnementaux, effectivement des enjeux de réemploi des matériaux, d'utilisation d'énergie renouvelable, de la maîtrise des consommations énergétiques, mais aussi de la collecte et la valorisation des urines, qui est complètement nouveau. Quand on a commencé le projet, personne ne savait vraiment comment mettre en place ce type d'expérimentation. Disons qu'on n'avait pas de retour d'expérience à l'échelle d'un quartier. On avait des retours d'expérience évidemment à l'échelle de bâtiments. On savait à peu près quoi utiliser. Il y avait des choses qui avaient été mises en place par ailleurs, mais à l'échelle d'un quartier, c'était une première. Et c'était une première d'autant plus qu'elle était portée par un acteur public. Et donc, on s'est lancé dans ce projet-là en se disant, allons-y, mais il y avait quand même plusieurs enjeux. Déjà, de mettre en place une filière sobre, c'était le principal enjeu. La réversibilité est importante parce que si jamais il y a un problème sur tout le système qui va être mis en place, l'idée c'était de pouvoir renvoyer les urines vers le réseau classique pour pouvoir... Ce sujet-là est important parce que ça a permis quand même de rassurer ceux qui se lançaient dans ce projet-là, notamment les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage sur les lots, de se dire en fait ces urines-là peuvent basculer en tout cas vers le réseau classique si jamais ça ne fonctionne pas. L'autre point, c'était de pouvoir développer la valorisation sur site, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que l'urine soit collectée simplement sur la ZAC et ensuite renvoyée vers les champs, par exemple. L'idée, c'était, avec beaucoup d'allers-retours de camions, l'idée, c'était de pouvoir transformer l'urine sur site, donc transformer l'urine en engrais. Je vais vous montrer ce qui va être mis en place. Et puis, un sujet très important, c'est la sensibilisation au changement d'usage. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. Mais effectivement, ça va être de futurs habitants qui ne connaissent pas ce type de projet. Et dans le cadre de ce projet qui est mis en place, c'est bien d'accompagner les futurs habitants. On va vous montrer, on a fait des ateliers pour les sensibiliser à l'utilisation de ce nouveau système. Voilà, une fois que j'ai parlé de ce contexte-là, donc rapidement, dans les acteurs qui sont mobilisés sur le projet, il y a l'aménageur de la ville de Paris et du Métropole du Grand Paris, qui est Paris Métropole Aménagement, qui a plusieurs opérations dans Paris. La ville de Paris, qui est un élément clé, parce que c'est le futur exploitant du réseau sous l'espace public et de la centrale de traitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est dans les messages à retenir, c'est que c'est vraiment un interlocuteur qui a du coup pris en main le sujet, et c'est aussi grâce à ça que le projet fonctionne. L'agence de l'eau, j'y reviendrai, qui est le financeur grâce à des subventions. Nous, Tilia, nous sommes à MO depuis le début du projet sur cette séparation à la source, en groupement avec Louise Raguet, qui intervient beaucoup sur la sensibilisation aux usages, et Voloup, qui nous a accompagnés aussi sur ces sujets-là. Et enfin, le programme Okapi, avec qui on a échangé régulièrement dans le cadre de la recherche pour pouvoir aussi suivre les travaux qui étaient en cours. Ce qu'on a mis en place, en tout cas ce qui va être prévu, c'est au niveau du bâtiment. Donc au niveau de chaque bâtiment, il va y avoir les toilettes séparatives qui vont être posées dans les logements. Donc c'est des toilettes séparatives très classiques, comme disait Manuel. Il y a un toilette qui est posé à l'entrée. C'est effectivement ce modèle-là qui va être posé, les toilettes Laufen, avec un principe de fonctionnement assez simple, c'est-à-dire qu'on a à l'avant de la cuvette l'urine qui est piégé quand on s'assoit sur la cuvette, qui va vraiment couler le long de la cuvette et qui va aller dans un réseau dédié dans le bâtiment, donc séparé du réseau classique, donc du réseau d'eau usée, dans lequel la chasse d'eau va venir évacuer les matières fécales et le papier toilette qui va partir dans le système qu'on connaît tous. Voilà. Et donc ce réseau-là,
il est censé ne pas y avoir de l'eau qui passe, mais le retour d'expérience montre qu'il y a quand même un peu d'eau qui passe. Et donc, c'est pas grave, hein, mais voilà, ce réseau-là va ensuite traverser le bâtiment, donc que vous voyez ici. Dans les préconisations, ce qu'on évite au maximum, c'est d'avoir des réseaux qui sont horizontaux, parce que sinon il peut y avoir des dépôts de struvite dans les réseaux, et donc ça cristallise et ça peut boucher les réseaux. Donc on favorise. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus possible de sections verticales. Il faut éviter aussi tout ce qui est coude, etc. Enfin, tout ce qui empêche l'urine de circuler tranquillement. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on préconise. Des trappes d'accès aussi pour la maintenance. La maintenance, on y reviendra, c'est très important. On injecte dans ces réseaux de l'acide citrique. Dans l'utilisation de ces toilettes, dans les ateliers de sensibilisation, c'est un sujet qui est revenu parce que l'entretien des toilettes ne doit pas se faire avec de la javel, mais bien avec des produits spécifiques comme de l'acide citrique, parce que sinon, à l'usine de traitement que je vous présenterai, les bactéries peuvent être tuées, donc il faut réensemencer pour relancer le traitement. Voilà, donc ça, ce sera au niveau de chaque bâtiment, le réseau donc intérieur du bâtiment qui va rejoindre un réseau sous l'espace public. Donc vous voyez ici schématiquement la ZAC de Saint-Vincent-de-Paul avec en rouge les 10 lots qui sont soit en rénovation, soit en construction. Et donc ce que vous voyez, c'est bien pour chacun de ces lots un raccordement qui est prévu au réseau sous l'espace public que vous voyez donc en orange et en vert. Le orange, c'est pour dire que c'est un réseau gravitaire, c'est ce qu'on préconise pour pouvoir arriver jusqu'à la centrale de traitement qui est ici. La configuration du projet a quand même demandé d'avoir un système de relevage. On était à un point bas de la ZAC, et donc forcément, pour pouvoir relever les urines, il faut bien mettre ce système de relevage via un réseau de refoulement qui va ensuite jusqu'à la station de traitement qui sera sous un des bâtiments de la ZAC, voilà, dans un local que je vous montrerai. Ici, voilà, les réseaux aujourd'hui sont posés, sont déjà posés depuis 2022. Et donc ça, c'est des travaux qui vont plus bouger. Ce qui va changer maintenant, c'est on est en train de travailler sur le système de relevage et également sur le raccordement de chacun des lots en fonction de l'altimétrie, faire en sorte que le raccordement puisse bien se faire. Une fois qu'on arrive donc, vous avez vu le chemin de l'urine vers la centrale de traitement. Ce qui est prévu aujourd'hui pour le traitement, c'est un traitement en 3 parties. Une phase de stabilisation, une phase de purification avec un passage dans un filtre à charbon actif, et puis une phase de concentration par un distillateur. On vient concentrer l'urine parce que c'est à peu près un facteur de 1/15, donc 15 litres d'urine, ça fait à peu près 1 litre d'engrais. C'est de l'engrais liquide que vous voyez du coup ici. Voilà, c'est l'engrais donc qui est fabriqué par ce système de traitement-là, qui est un système aujourd'hui suisse, qui est installé à Zurich, dans un bâtiment qu'on nous sommes allés visiter avec la ville de Paris, et qui fonctionne en tout cas à l'échelle du bâtiment, et qui est aujourd'hui posé dans plusieurs endroits, en Suisse, en France. À l'Agence spatiale européenne, dans le 15e arrondissement, ils ont mis en place cette expérimentation à l'échelle du bâtiment avec ce système de traitement. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le local qui sera prévu sur la ZAC avec du coup ce traitement ici. Un enjeu assez important, c'est la sensibilisation au changement d'usage. Nous avons organisé des ateliers avec les futurs habitants, donc avec un panel d'habitants, pour pouvoir ressentir donc leurs craintes éventuellement, pour pouvoir sensibiliser, leur expliquer la démarche, pour pouvoir aussi collecter des bonnes idées. Il y en avait pas mal avec justement la manière dont on pouvait animer ce sujet au sein de la ZAC, parce que finalement, une fois que c'est mis en place, c'est bien beau, mais derrière, comment est-ce qu'on fait durer l'entretien de ces toilettes, l'entretien de tout ce réseau, c'est grâce aux habitants, parce qu'il y a 600 logements et c'est bien eux qui vont aussi contribuer à la bonne pérennité de ce système-là. Et donc c'était très riche parce qu'on a pu vraiment
collecter plein d'informations et d'avoir de bons échanges avec eux. Donc il y a sur la ZAC des toilettes comme ici qui sont posées. Et puis il y a tout un sujet de voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc il y a toute une signalétique qui va être mise en place au niveau des toilettes. Il y a un livret d'accueil, il y aura un animateur de quartier. Ce sera une de ces missions, c'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux sur la ZAC. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ce sujet à long terme. Comme élément clé, et je terminerai là-dessus, les messages importants de ce projet, c'est que ce qui a vraiment fait la clé de réussite, c'est qu'on a identifié en amont le futur exploitant de réseaux sous l'espace public et du traitement de l'urine. Et donc c'est bien la ville de Paris qui n'était pas du tout au début favorable à ce genre de projet. Enfin, disons qu'on ne connaissait pas trop, il n'y avait pas de retour d'expérience, il fallait vraiment se lancer dans le projet. Et c'était le point de bascule, ça a été vraiment le moment où on allait visiter la centrale à Zurich et on a vu que ça fonctionnait, que c'était des choses qui pouvaient être bien mises en place. Et donc la ville de Paris, une fois qu'elle s'est vraiment engagée, ça a permis de vraiment faire décoller le projet. Aujourd'hui, il y a une personne qui est dédiée, pas à plein temps mais en partie, à la direction de la propreté de l'eau à Paris. Et qui porte le projet donc, au sein de la ville de Paris. Le deuxième point, c'est le débouché. Une fois qu'on a cet engrais-là, le débouché qui a été identifié, ça n'a pas été au début évident, mais c'est la ville de Paris aussi qui va utiliser cet engrais sur ces espaces verts. C'est aujourd'hui, donc cet engrais-là est en test, parce que la ville de Paris aujourd'hui n'utilise pas d'engrais liquide, elle utilise plutôt de l'engrais solide, principalement. Donc ça veut dire aussi un changement d'usage pour les agents de la ville de Paris. Un autre point important, c'est l'accompagnement des maîtres d'ouvrage des lots, parce que pareil, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils mettent dans leur cahier des prescriptions, quel type de préconisation il fallait inscrire. Et donc, on a aussi fait des ateliers de sensibilisation avec eux pour leur expliquer la démarche, les enjeux et toute cette liste de prescriptions qu'il fallait prendre en compte. Aujourd'hui, on les suit toujours dans la phase travaux pour vérifier que c'est effectivement bien mis en place. Là, on est vraiment au cœur des travaux, donc c'est avec un décalage. Hein. Tout le monde ne sera pas livré, tous les lots ne sont pas livrés en même temps, mais voilà, c'est vraiment un suivi vraiment proche dans la conception et dans la phase chantier. Je l'ai dit, mais l'accompagnement au changement d'usage pour les futurs habitants est essentiel. Comment entretenir les toilettes ? Ce que je pourrais rajouter, c'est effectivement ce projet, il est innovant, il est expérimental. On verra ce qu'on en retirera. En tout cas, il y a plein d'enseignements qui seront à en retirer en phase d'exploitation. On voit déjà ces enseignements-là en phase de conception. Et un point très important, c'est l'agence de l'eau, c'est le financement. Aujourd'hui, le projet fonctionne parce qu'on a aussi des subventions de l'agence de l'eau. 80% pour les équipements publics et 40% pour les équipements privés. Donc l'agence de l'eau, c'est Nambordi. Ce n'est pas le cas pour toutes les agences de l'eau. Et voilà. Merci beaucoup Isabelle, c'est super, on est complètement dans les temps. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes pour discuter, échanger. Alors, vous représentez des organisations, vous venez d'horizons très différents. Il y a des collectivités locales, il y a des bureaux d'études, il y a plutôt le milieu de la recherche, des experts, voilà. L'idée, c'est de pouvoir échanger. Et donc, la règle du jeu est très simple. Vous vous présentez et voilà, vous posez votre question ou votre remarque. Qui se lance ? Qui a envie de se lancer ? Bonjour, Claire Shorter, architecte urbaniste, agence LAC. J'avais des questions pour Isabelle Fa. Est-ce que vous avez estimé les surcoûts liés à ce genre d'installation, à la fois pour les toilettes et la tuyauterie ?
Et par ailleurs, pour le système lui-même de concentration, puisque c'est un système bien spécifique, et puis il y en a avoir d'autres, mais nous, on serait intéressés, avec la ville de Villejuif, à avoir, et la SADEV, à avoir ce genre d'informations. Est-ce que vous avez, deuxième question, est-ce que vous avez fait un lien entre le nombre, la quantité d'urine et de fertilisants que vous allez produire et les surfaces que vous allez fertiliser? Est-ce qu'il y a, à quoi ça correspond pour la ville? Troisième question, est-ce que ça correspond à du logement libre et social? Je vous les redirai dans l'ordre si vous voulez. Est-ce que c'est du libre ou du logement libre ou du logement social? Il n'y a pas les mêmes impacts d'accompagnement, de vente, etc. Je m'arrête là. Merci. Alors sur la question des surcoûts, oui, c'est quelque chose qu'on avait estimé. Les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais ce qui est effectivement... il y a des surcoûts, notamment dans le bâtiment, puisqu'on la toilette séparative est plus chère que la toilette classique. Je crois de mémoire qu'il y a environ 300 €, quelque chose comme ça d'écart. Mais en fait, après, là, ce qui avait été imaginé, c'est aussi de faire d'acheter en fait à l'échelle aussi de la ZAC. Je ne sais pas si ça a été effectivement mis en œuvre, mais il y a des surcoûts au niveau des toilettes. Il y a un réseau séparatif supplémentaire à ajouter, donc oui. Mais c'est le surcoût, disons, il vient surtout au niveau de... Alors, sous l'espace public, c'est un réseau en plus. Donc ça c'est... Oui, c'est un surcoût, mais le surcoût, ça devient surtout au niveau de l'usine de traitement, parce que ça n'existe pas, donc forcément, c'est un surcoût. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dans le projet. C'est le poste le plus important, l'usine de traitement. Ceux qui financent l'usine, c'est effectivement la ville de Paris. C'est eux qui portent le marché. C'est subventionné par l'agence de l'eau. Et oui, non, et après, sur le fonctionnement, l'engrais qui va être transmis, pour l'instant, le modèle de fonctionnement n'est pas encore complètement finalisé, mais la DEV, donc la direction des espaces verts de la ville, qui est différente de celle qui va faire exploiter l'usine de traitement, a priori, elle donnerait l'engrais à titre gratuit. Enfin, c'est quelque chose en interne qui pourrait se faire. La DEV, aujourd'hui, les engrais, donc on parle de 2 mètres cubes par jour d'urine produit. Donc ça, c'est de l'urine. Pour l'engrais, ça correspondrait aux besoins de la ville. C'est quelque chose qu'on nous avait bien dit, qu'on avait étudié avec la DEV, c'était que ça correspond bien aux besoins. C'est posé aussi la question, et se pose toujours la question de pouvoir faire ponctuellement de l'embouteillage pour donner aux habitants. Ça fait partie aussi des sujets de sensibilisation. Pourquoi pas aussi donner cet engrais aux habitants ou pour qu'ils puissent l'utiliser, voir aussi le produit de leur expérimentation, parce que c'est aussi la leur. Voilà. Peut-être juste pour compléter, Isabelle, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que, donc globalement, il y a les coûts fixes à l'installation qui sont là couverts à 80% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et pour les coûts variables d'exploitation de l'usine, il me semble que justement, ce qui avait un peu débloqué, c'est que la ville de Paris avait vu que par rapport à leur coût d'achat en engrais, les coûts d'exploitation étaient censés être couverts, en gros, et donc se compenser, quoi. C'était bien ça, hein, ouais. Oui, merci de la précision. Donc il y a un raisonnement en coût global, quoi, en quelque sorte, en anticipant sur les économies qui pourront être faites. Je ne sais pas si à Ronnie, la question du coût, mais on va revenir à vos questions, mais elle se pose comment? Elle se pose... Est-ce que vraiment il faut réfléchir au coût quand il s'agit de notre survie? C'est plutôt dans ce sens-là. Nous, on se dit il faut prendre les solutions qui vont nous permettre globalement et tous ensemble de vivre bien. Donc non, il n'y a pas de question on parle jamais de surcoût dans le cadre de nos constructions, parce que de toute façon il y a un coût environnemental qui est jamais chiffré nulle part dans tous ces projets. Donc partant de là, on passe pas de temps à réfléchir au coût. On travaille nous en interne sur le budget dont on a besoin pour aller au bout de nos expérimentations, qui est validé par le conseil municipal, et après on s'y tient. Il y a aussi on dépense de l'argent public, donc on va s'engager sur des coûts et des délais, et on va essayer de les tenir jusqu'au bout. Alors
il y avait une question sur la programmation logement. C'était si bien tous les logements étaient... Il y a les deux. Ouais, il y a aussi le bail réel solidaire qui est une nouvelle spécificité. Donc, la question s'est posée parce que pendant l'atelier de sensibilisation qui date de 2021, avec les maîtrises d'ouvrage, il y avait aussi des bailleurs sociaux qui nous épargnent de leur retour d'expérience et de leurs craintes sur la mise en place de projets au sein de leur bâtiment, à la fois en termes de coûts mais aussi en termes d'usage. Et il a été choisi d'équiper tout le monde pour que tout le monde puisse avoir accès à cette expérimentation et qu'on puisse sensibiliser, que ce soit un logement social ou un bail réel solidaire. Enfin, c'est un choix de la ville de vraiment mettre ça en place sur toute la ZAC, ouais, tous les logements. Il y avait une autre question où tout a été traité. Ok. Bonjour, Valentine Ribeiro de la ville de Villejuif. J'avais une question pour la ville de Rosny, savoir pour le retour d'expérience usagée du coup de ces toilettes dans l'école. Je ne sais pas si vous avez déjà le recul, mais savoir comment ça a été accepté par les enfants et le personnel. Alors, on n'a pas interrogé directement les enfants. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse, sans le filtre de l'adulte, justement. Parce que le retour qu'on peut avoir, c'est le directeur du centre ou des animateurs qui nous appellent parce qu'ils trouvent qu'il y a des petites mouchettes ou parce qu'ils trouvent qu'il y a une drôle d'odeur. Donc là, on vient vérifier l'état du composteur. La ventilation, c'est un équipement qui a sa ventilation mécanique, alors que le reste de nos établissements, on est en ventilation sans moteur. Mais là, sur ces toilettes-là, il faut prévoir la ventilation qui va bien. On sent plus des appréhensions de la part des adultes globalement. Et donc on se dit, mais je ne l'ai pas vérifié, que si l'adulte n'a pas envie d'aller utiliser les toilettes sèches, c'est pas lui qui va pousser les enfants à leur utilisation. On a fait peu de séances d'accompagnement, je l'avoue, par manque de temps généralement. Et donc on prévoit là sur l'année 2025 un grand travail justement à la fois de concertation pour les futurs équipements et de retour d'expérience sur ceux qui sont déjà en place. Globalement, ça fonctionne parce que nous, on voit ce qui se passe dans le composteur. Donc, on sait que les toilettes sèches sont utilisées. Et après, on est là pour réagir au plus vite s'il y a le moindre inconfort. Oui, rebonjour, Jean-Pierre Petit, ministère de l'Agriculture. Je voudrais revenir là sur l'engrais concentré, en quelque sorte, que vous faites là. Est-ce qu'il y a des problèmes d'odeur? Est-ce qu'il y a un traitement des autorisations au moment aussi dans le système de concentration? Je pose la question en pensant en fait aux utilisateurs, aux ouvriers, enfin aux jardiniers de la ville de Paris, et éventuellement aux riverains, si jamais effectivement cet engrais peut être utilisé dans des parcs publics ou sur des espaces verts qui peuvent être fréquentés par le public. Alors je vous invite à ouvrir cette bouteille et à sentir vraiment s'il y a des odeurs. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent. Il n'y a pas d'odeur au sein de l'engrais. Enfin, l'engrais produit n'a pas d'odeur. Disons que c'est effectivement stabilisé et donc ce sujet des odeurs n'est pas un sujet finalement à la fois pour les agents et pour les personnes qui pourraient utiliser cet engrais à titre personnel aussi. Vous verrez. C'est quelque chose qui ne sent pas. C'est bien marqué à base d'urine et on a toujours cette crainte de se dire « Ouh là là, ça va sentir l'urine ». Et en fait, de par la réaction qui s'est passée par le traitement, ça a fait que l'odeur n'est, je ne vais pas dire agréable, mais en tout cas, on ne sent rien. Voilà. Dans ce cas précis, du coup, c'est la stabilisation, c'est une nitrification partielle. Donc, c'est à moitié nitrate, à moitié ammoniac. Et en fait, ça stabilise, il n'y a pas d'évaporation de l'ammoniac, donc il n'y a pas cette odeur forte pour cet engrais-là. J'ai une autre question sur le... Donc ça, c'est un système qui nécessite une transformation avec de l'énergie. Et donc, vous parliez, monsieur, du stockage tout simplement de 2 à 6 mois. Et j'ai 2 questions. Comment ça s'épand ensuite? Et deuxième question, est-ce que la réglementation française permet aujourd'hui l'épandage d'une urine non traitée, stockée comme ça 2 à 6 mois sur des champs destinés à l'alimentation? Alors, je suis désolé, j'ai déjà oublié la première partie de la question. Comment ça s'épand? Oui. Donc ça, c'est ce que je mentionnais au début, le lien potentiel avec les outils en méthanisation.
L'urine simplement stockée, elle est purement, on va dire, ammoniacale. Et donc l'ammoniac, malheureusement, a tendance à passer sous forme gazeuse. Et donc on en perd. On parle de volatilisation. Et donc autant que possible, on recommande une injection dans le sol pour éviter au maximum cette volatilisation qui non seulement du coup, va sentir l'ammoniac, ce qui est potentiellement nuisible pour les ouvriers agricoles qui seraient en train de l'utiliser, mais surtout d'un point de vue engrais, on va perdre du coup les nutriments qui nous intéressent. Et donc voilà, cette injection dans le sol permet d'éviter cette problématique-là. Donc dans le cas où les personnes qui sont en lien avec des usines de méthanisation font, parce que c'est un peu le même problème avec les digestats de méthanisation, et donc normalement, si l'épandage est bien fait, il est fait en injection aussi pour le digestat de méthanisation, ce qui veut dire que les outils sont déjà présents sur le territoire. Sur le volet... ensuite, je suis désolé, c'est le lundi matin, il faut vraiment réglementer. Ah oui. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place en expérimentation. C'est principalement cette voie de retour-là qu'il y a sur l'utilisation de l'urine. Donc, il y a des expérimentations à Saclay et dans la région lyonnaise. Alors, l'urine n'a pas de statut produit, enfin, en tout cas, l'urine stabilisée. Donc, cet engrais-là, il a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, parce que c'est vraiment un produit issu d'une technologie de transformation. L'urine stockée, malheureusement, elle ne bénéficie pas d'un statut de produit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation sur le marché, mais comme elle ne rentre pas dans une réglementation spécifique, aujourd'hui, effectivement, si c'est à grande échelle, il faut que ça fasse l'objet d'un plan d'épandage, parce que ça va rentrer dans des sous-catégories déchets, malheureusement, alors que c'est un engrais, mais la réglementation ne le couvre pas. Donc, si c'est à grande échelle, effectivement, il faut prévoir des plans d'épandage. Alors, si c'est à petite, en fait, sous certains volumes, il y a simplement soit rien à déclarer si c'est vraiment sous les seuils de déclaration. Si c'est au-dessus des seuils de déclaration, il faut déclarer. Et si c'est encore au-dessus, c'est autorisation et plan d'épandage. Moi, j'avais une question pour toutes les deux. Pour Isabelle et Charlotte, ce que vous nous avez expliqué, c'est une expérimentation qui implique tout un système d'acteurs qui est transversal. Il y a des dimensions économiques, techniques, sociales, urbaines. Bon. Et on se pose la question du passage à l'échelle. On se pose la question de comment on pourrait faire pour diffuser, pour massifier. Donc, est-ce que la question est posée à Rosny? Est-ce que pour la ville de Paris, il y a l'idée de diffuser? Est-ce qu'il y a déjà des échéances, un calendrier, des objectifs chiffrés? Il n'y a pas tout ça à Rosny-sous-Bois. On est une ville modeste, 45 000 habitants effectivement, mais nous, on travaille spécifiquement dans le domaine des écoles, de cette compétence obligatoire. Et normalement, ça fait 10 ans qu'on construit, donc on espère qu'on a rattrapé la démographie. Il y a encore quelques projets possibles. Ce qu'on n'a pas essayé, c'est de revenir dans le cadre de rénovation, de retransformer un système existant en un système à séparation. Mais voilà, ça m'a donné une nouvelle idée. Donc, il n'y a pas forcément de passage à l'échelle à Rosny-sous-Bois, mais on est là en tant que démonstrateur pour inviter d'autres collectivités à travailler sur ce sujet. Et ça marche? On voit du monde. Je ne vois pas encore toutes les réalisations. À part la ville de Paris, qui est très active sur ce sujet-là, je n'ai pas en tête d'autres expérimentations en cours. À la ville, je ne sais pas s'il y aura d'autres expérimentations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un centre Paul permettra d'avoir un retour d'expérience sur toutes les thématiques que vous avez évoquées, techniques, sociales, et donc pourront être une bonne expérience et une bonne référence, en tout cas, pour se dire qu'est-ce qu'on doit continuer à faire ou ne pas faire, pour le même type d'échelle ou pour plus grand. Il y a d'autres collectivités qui s'y intéressent. La ville d'Angers, Angers-Loire Métropole s'y intéresse aussi. Et on le voit aussi dans d'autres villes en France. Le sujet prend de la place, en tout cas au sein des collectivités.
même en termes juste de réflexion. Et donc, voilà, ça montre bien qu'il y a un intérêt. Est-ce qu'on passera à une échelle encore plus grande? Sûrement. À Saclay, il se pose aussi la question de mettre en place ce genre d'expérimentation à plus grandes échelles. Ça nécessitera aussi voilà, de mettre tous les acteurs autour de la table pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble aussi. Ce n'est pas à une collectivité aussi de porter les frais aussi d'un tel système, parce qu'on voit que ça coûte aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit après se réfléchir avec tous les acteurs du sujet. Et justement, oui, Tanguy, en tant que chercheur. Alors déjà, peut-être juste pour compléter sur le territoire, donc il y a un certain nombre d'expérimentations en France et puis notamment en Île-de-France. Donc Manuel mentionnait l'outil Toilette Fertile qui peut déjà vous montrer un peu ce qui existe sur le territoire. Dans la perspective de la massification, il y a déjà un grand exemple de toilettes type, comme à Saint-Vincent-de-Paul, qui existe sur le territoire, c'est le quartier général de l'Agence spatiale européenne, donc qui a installé exactement les mêmes toilettes et la même station de traitement à l'échelle de tout son bâtiment. Et puis il y a des projets en cours à l'étude, mais qui sont évidemment pas encore réalisés. Et donc ensuite, effectivement, sur cette question de la massification, à un moment donné, forcément, c'est pas à l'échelle de collectivité qu'on va pouvoir lever tous les freins actuels. Et donc là, il y a vraiment l'importance de pousser des politiques publiques sur le sujet, donc que ce soit sur le volet bâti ou sur le volet agriculture, du coup, évidemment, puisque les deux doivent aller de pair. On ne pourra pas faire les bâtiments si on n'a pas le débouché, et inversement, tant qu'on n'a pas des gisements suffisants pour intéresser des agriculteurs, notamment en Île-de-France. Il y a quand même beaucoup de grandes cultures qui ont besoin quand même de volumes importants. Et donc il y a vraiment ici cet enjeu à réussir à mettre les acteurs autour de la table pour pouvoir faire les deux en même temps, s'assurer que les gisements et la demande vont de pair. Et Manuel, l'Institut joue un rôle dans ce passage à l'échelle. Oui, tout à fait. Au-delà de la réflexion et de montrer la pertinence du sujet, c'est vrai qu'on a envie d'accompagner l'action sur les territoires. Dans les travaux que Tanguy a pu mener avec nous, on a bien vu qu'il y a une réalité en fait en Île-de-France qui est très favorable en fait, parce qu'on a à la fois beaucoup de dégâts du système actuel, mais on a aussi en fait des opportunités particulières de ce territoire avec des zones de collecte incroyables, mais aussi des espaces agricoles qui sont présents. Et je vais boucler en fait sur ce qu'a dit Christian Thibault au démarrage. On est sur une région qui est vraiment à la fois urbaine et rurale. Et cette proximité, elle a pu être ignorée, ou en tout cas, elle a pu causer des frictions, ou même les parcs naturels régionaux se sont souvent constitués en Île-de-France en opposition à l'extension urbaine, ce qui se conçoit tout à fait. Et là, on arrive sur un sujet où finalement la proximité de zones de collecte d'urine et de territoires qui peuvent valoriser les engrais serait une chance. Et donc, les filières en fait, qui permettraient le déploiement de ces pratiques, elles doivent se porter en ayant ça en tête, et donc avec des solidarités urbain-rurales qui sont à construire sur des territoires qui font sens par rapport aux différents enjeux en fait, qui seront gérés par ces nouvelles pratiques. Donc c'est pour ça qu'avec Tanguy, on avait porté une attention particulière à toutes les politiques territoriales qui donnent du corps à ce lien urbain-rural qui fait sens sur ces sujets, et où il y aura forcément, pendant encore un certain nombre d'années, à la fois de l'expérimentation, des démonstrateurs, et puis des choses qui vont passer du côté réglementaire pour que ce soit généralisé. Mais on a besoin à la fois de petites réalisations qui soient démonstratives, avec peut-être l'implication des citoyens, et ça c'est très intéressant. Ça permet une diffusion dans la population qui passe par une action consciente et impliquée de citoyens. Mais on a aussi besoin de gros équipements qui fassent sens et qui puissent formaliser des filières qui soient intéressantes pour les acteurs économiques. Donc voilà, c'est les deux. Et en fait, l'un nourrit l'autre, il n'y a pas du tout d'opposition.
Simplement, c'est intéressant si on garde cette vision territoriale pour que ça ait un sens au niveau du métabolisme des territoires et qu'on ne laisse pas ça s'échapper vers une logique de marché qui n'aurait pas de sens par rapport au territoire. Merci Manuel. Alors, il y a plein d'autres questions, mais il est 11h et bon, malheureusement, vas-y. Je dis juste un mot pour les personnes qui seraient vraiment intéressées par cette question du passage à l'échelle. En septembre, il y aura le séminaire des 10 ans du programme Okapi, où justement cette projection vers le passage à l'échelle sera quand même un des enjeux importants. Donc, on va envoyer les invitations bientôt. Donc, je vous invite à garder l'œil là-dessus si jamais ça vous intéresse. Et juste avant de conclure, peut-être, mais on peut poursuivre autour du café. Et puis, c'est pas terminé, il y aura d'autres événements. Mais je redonne la parole à Isabelle et à Charlotte. En un mot, si il y a d'autres collectivités dans la salle qui sont intéressées pour lancer des expérimentations de ce type, si vous aviez un conseil, entre guillemets, à donner, ce serait quoi? À leur donner, ce serait quoi? Pour moi, c'est vraiment le fait, si on veut quelque chose de durable, il faut vraiment, on peut être des gens engagés, on a envie que ça marche, on l'est sûrement, en tout cas ceux qui portent ce projet, pour embarquer aussi tout le monde. J'insiste vraiment sur cette sensibilisation aux usages, à la fois des futurs usagers, de ceux qui vont construire, donc des maîtrises d'ouvrage, de bien les impliquer dès le départ dans ce projet-là, et aussi, et ça c'est vraiment ce qui a vraiment fait basculer le projet de Saint-Vincent-de-Paul, c'est l'identification du futur maître d'ouvrage, du futur exploitant, qui peut être la ville ou quelqu'un d'autre, hein, mais enfin, voilà, en tout cas un syndicat ou une collectivité, mais vraiment ce sujet d'exploitation derrière, et il est important parce que sinon on met en place, c'est super, mais si derrière ça fonctionne pas et qu'il n'y a pas quelqu'un pour gérer, on perd la dynamique et ça peut être un exemple de projet qui ne fonctionne pas, du coup. Pour notre cas, le fait d'être maître d'ouvrage et maître d'œuvre, c'est hyper efficace. Et on s'occupe aussi de l'exploitation après. Donc, je conseillerais la formation individuelle et de l'équipe qui travaille sur ces sujets-là. Ça, c'est vraiment important. La réinternalisation des compétences au sein des collectivités, des services publics globalement. Voilà, pour maîtriser les sujets et les amener jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup. Juste vous dire qu'il y a la PAP, la Biennale d'architecture, qui va s'ouvrir prochainement à Versailles, c'est début mai. Et l'Institut est très impliqué avec, c'est une exposition et avec une série d'événements, d'ateliers qui recoupent les thématiques qu'on a abordées ici et notamment toutes les questions d'économie circulaire. Donc, allez voir sur notre site web, vous aurez toutes les informations. Et on vous invite à venir voir ce qui va s'y passer. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous invite à poursuivre autour du café.